Donc, après avoir eu le Steve Jobs français Stéphane Richard, nous allons avoir Xavier Niel. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir accepté de parler en public parce que vous aimez pas trop ça en général. Moi, je me souviens à une époque, vous vouliez... Bon, silence dans la salle, s'il vous plaît, sinon je fais tout évacuer. Merci. Parce que c'est rare qu'il parle en public comme ça. Pendant des années, il a refusé de parler dans les colloques. Donc, si vous le dégoûtez tout de suite, il va partir. Et donc voilà, moi je m'interroge, pourquoi est-ce que maintenant vous acceptez ce genre de prestations? À une époque, vous ne vouliez pas non plus faire d'interview, et puis lors du lancement de Free Mobile, on vous a vu sur toutes les chaînes de radio, sur toutes les chaînes de télé, dans tous les journaux. Pour le lancement de l'école 42, on ouvrait la télé Xavier Niel, on ouvrait la radio Xavier Niel, on ouvrait le journal Xavier Niel. J'ai pas osé allumer l'iPhone à ce moment-là, de peur qu'il y ait un Xavier Niel qui sorte, mais bon. Donc, alors, soit, je sais pas, on n'a jamais vu autant un patron dans les médias que vous, enfin depuis Jean-Marie Messier, je crois, ça c'est pas très bien terminé. Et donc, voilà, alors est-ce que vous êtes devenu mégalo, ou est-ce que vous étiez timide et vous avez surmonté ça grâce à une thérapie poussée? Alors un peu des deux. Non, le sujet c'est que chez Free, on a toujours pensé, dès qu'on a créé Free en 99, on a pensé qu'une personne devait présenter, une personne unique devait présenter le groupe et la société. Et alors cette personne, ça a été Michael Boukobza jusqu'en 2006-2007. Il est parti en vivre d'autres choses ailleurs. Et il fallait quelqu'un pour le remplacer. C'est un petit peu fort, je crois. Il fallait quelqu'un pour le remplacer. Et donc, j'ai été chargé de le remplacer. Donc, je prends sur moi et je fais ça. Mais vous vous souvenez des super joutes de Michael Boukobza avec Patrick Lelay à l'EBG, c'est ça? Mais oui, tout à fait. Où je crois, Patrick Lelay avait dit qu'il aurait dû l'éclater contre un mur. Voilà, mais ça mettait de l'ambiance. Ça mettait de l'ambiance. Mais vous en tirez bien aussi. Donc, peut-être que vous y avez pris goût, finalement. Non. Bon, allez. Non, je vous promets. C'est une torture? Ouais. Ah, bon, bah, écoutez, on va essayer de rendre ça pas trop douloureux. Alors, donc le BG nous ont préparé un tas de questions, là, on va y aller. On va essayer de respecter la trame. Voilà, mais j'avais quand même une ou deux questions moi, sur le fonctionnement de Free qui ont rarement été abordées et qui m'intéressaient. Moi, j'ai jamais... Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, par exemple, votre méthode de management? Est-ce que vous faites tout? Est-ce que vous déléguez tout? Combien il y a de niveaux hiérarchiques, par exemple, chez Free? Est-ce qu'il y en a autant que chez Stéphane Richard? Ou est-ce qu'il y en a beaucoup moins? Comment ça se passe? Alors, on est dans une architecture très, très horizontale. Donc, on est 6 ou 7 dirigeants qui prenons de manière commune, ensemble, 100% des décisions. Et puis après, on essaye que toute la société soit juste en dessous de nous. Donc, on a le PDG de la société qui gère les standardistes. Ça peut paraître bizarre, mais on a ce type de fonctionnement extrêmement court, extrêmement rapide. On fonctionne principalement en échange par email. Donc on échange tous entre nous des centaines ou des milliers d'emails. Et puis on a chacun une responsabilité d'un bout de l'entreprise. Et on fonctionne comme ça, on partage tous les mêmes bureaux. C'est souvent une surprise pour vos confrères, c'est que je partage mon bureau avec des camarades. Et puis ça marche comme ça, de manière assez sympa. Alors à chaque fois, on nous a dit, vous allez grossir en chiffre d'affaires, ça ne va plus être possible. Donc on a dépassé les 100 millions, le milliard de francs de chiffre d'affaires, on nous a dit, bon, c'est fini là, ça ne tiendra plus. Après 1 milliard d'euros, ça ne tiendra plus. Donc là, on commence à s'approcher des 4 milliards d'euros et ça marche toujours. Mais ça permet d'avoir des niveaux de décision extrêmement courts et de faire fonctionner. Je ne sais pas si c'est différent, en tout cas, c'est notre modèle de fonctionnement et il marche chez nous. Mais c'est vous qui décidez ou c'est collégial? Non, c'est vraiment collégial, ce qui parfois m'évite de faire des bêtises ou ce qui parfois évite à d'autres de faire des bêtises. Mais en tout cas, ça permet d'avoir, non pas d'avoir un seul cerveau, mais un mélange de 6 ou 7 cerveaux pour prendre une décision quelle qu'elle soit. Et donc les autres cerveaux, ils osent vous dire non? Les autres cerveaux, ce sont des gens qui sont associés dans l'entreprise, qui ont des salaires faibles, on a tous le même salaire, relativement faible, parce que c'est 150 000 euros par an. Donc, et derrière, à côté de ça, ils ont leur patrimoine en dizaines ou en centaines de millions d'euros dans l'entreprise. Donc ils peuvent partir quand ils veulent. Si je n'écoute pas leur nom, ils partiront. S'il est légitime, justifié et que je ne les écoute pas alors qu'on a défini la règle, ils partiront. Donc à partir de ce moment-là, ça marche comme ça et c'est bien. Et quand on a créé Free Mobile, on est reparti sur la même idée. 95% du capital appartient à Iliad et les 5 autres % appartiennent aux managers qui gèrent l'entreprise.
Et alors, bon, à une époque, vous faisiez de l'accès Internet. Bon, maintenant, vous faites un tas de trucs, de la fibre, du mobile, des médias, des startups, machin. C'est toujours l'accès à Internet, ça, non? Bah, vision très large, alors. Mais, et donc, comment vous faites dans votre emploi du temps? Vous êtes débordé? Vous déléguez beaucoup? Écoutez, on arrive à se préserver une vie assez tranquille. Déjà, notre premier sujet, c'est qu'on fait très peu de réunions. Donc moi, je dois avoir une réunion toutes les semaines ou une réunion toutes les 2 semaines. Donc physiquement, on se voit très peu et tout le reste se passe par échange électronique, argumenté. Et c'est notre mode de fonctionnement. Donc on évite le temps perdu dans des réunions. Quand on va essayer de faire des réunions, on va essayer de les faire dans un format qui va faire que ça va aller très vite. Un de nos grands secrets, c'est de faire la réunion debout. Au bout d'un moment, tout le monde en a marre, donc la réunion, c'est courte. Donc on a des petits secrets comme ça qu'on met en œuvre et qui nous permettent d'aller vite et de se concentrer sur les choses importantes et non pas sur des choses qu'on estime un peu subalternes. Une présentation formelle devant 50 personnes d'un slideshow, ça n'a strictement aucun intérêt si on peut lire le slideshow en 2 minutes. Vous pouvez vous asseoir, vous savez, hein, parce que vous voulez abréger. Non, parce que je vais essayer d'abréger, c'est psychologique. Oui, non, vous inquiétez pas, là, on en a encore pour un bout de temps, là. Mais bon, alors vos startups, justement, le journal du Net avait dit un jour très méchamment, Xavier Niel, il a investi dans tellement de startups que si on lui demandait les noms, il ne doit pas se souvenir. Donc, nous allons vous demander la liste de vos startups, voilà. Mais ils ont raison. Ils ont raison. C'est pas méchant, c'est vrai. Donc, il y en a combien en tout? Alors, on va définir. J'ai un seul métier dont je m'occupe la totalité du temps, c'est Free. Voilà. Derrière, avec Jérémy Bérébi et d'autres, on passe notre temps à investir dans des startups. Donc, on en fait une centaine par an. On continue de le faire. Alors, sur 15 ans, depuis 98, oui, sur 15 ans, ça commence à en faire beaucoup, mais on continue de le faire comme ça. L'idée, c'est d'aider des jeunes à créer leur business, à se développer, à grandir, leur faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fantastique pour eux. C'est aussi un moyen de rester jeune et de croiser des projets de gens jeunes et qui ont envie de partir. Derrière, c'est dans tous les secteurs, dans le monde entier. On a une boîte d'e-learning que j'adore au Pakistan. J'en connais pas le nom, mais c'est génial ce qu'ils font. C'est dans tous les pays du monde. Et c'est vraiment plaisant et on s'aperçoit qu'il y a un dynamisme partout dans le monde toujours renouvelé. Et vous avez mis combien d'argent dans tout ça ? Je ne sais pas, en plus c'est rentable. On nous reproche souvent ce mot-là, c'est un super ticket de loto. Parce que vous jouez au loto, vous avez quand même une énorme chance de perdre, et si vous gagnez, vous gagnerez beaucoup. Dans les startups, on ne perd jamais vraiment, quoi. On ne gagne pas toujours beaucoup, mais on ne perd jamais vraiment. Et puis vous avez toujours des grands succès, et vous êtes ravis d'avoir participé à ces grands succès. Par exemple, quel succès ? Dans quel pays ? En France, mais il y a des choses, mais c'est connu, des choses comme Deezer en France. Moi, je suis ravi d'avoir rencontré les 2 fondateurs de Deezer, alors que leur société n'était même pas créée. Il y a la boîte de Jack Dorsey, là, c'est ça ? Aux US, Square. Ouais, mais Mais donc, non, alors sérieusement, vous devez avoir une ordre d'idée du montant que vous avez mis dans tout ça. C'est ce chiffre en centaines, parce que c'est des petits tickets quand même. C'est en général entre 100 et 200 000 euros. 150 000 $ et 100 000 euros, c'est notre moyenne habituelle. Et après, en fait, on n'est que l'une des parties des tours d'investissement qu'on fait, parce qu'on est accompagné dans le monde entier par des partenaires ou locaux ou nationaux, ou locaux ou mondiaux. Et puis on avance comme ça, mais c'est, je sais pas, des dizaines ou quelques centaines de millions d'euros. Et oui, parce qu'on m'a dit que votre grande technique, quand on vous propose un business plan, c'est « Ah, c'est formidable, si vous trouvez d'autres investisseurs, j'y vais ». Ce qui vous permet de déléguer toute l'analyse du risque, du business plan, etc. à d'autres, et puis de rester pas brouillé avec les gens, quoi. C'est vrai, cette légende ? Là, vous êtes plutôt sur des sujets presse, donc ils sont un peu connexes, c'est autre chose. Non, mais c'est d'essayer. Si on fait le tour tout seul, on simplifie trop le travail du créateur d'entreprise ou de l'entrepreneur. Donc on va essayer de le pousser à aller convaincre d'autres personnes, à améliorer son pitch, à améliorer son business plan, à améliorer son dossier, à améliorer son idée. Donc si on lui fait un truc trop simple, trop automatique, on ne lui donne pas la possibilité de s'améliorer. Et concrètement, alors ça se passe comment ? Vous regardez des business plans à longueur de journée parce que... Non, on en reçoit. On a des réseaux dans le monde entier qui nous envoient des dossiers. On reçoit entre 30 et 50 dossiers par jour. Et puis à la fin de la semaine, on va en sélectionner quelques-uns et puis on va en faire en moyenne 2 par semaine. Alors ça peut être 4 cette semaine, 0 la semaine dernière, mais c'est ça. Mais c'est votre rabatteur Bérébi qui vous soumet Jérémy et d'autres, on a plein de rabatteurs dans le monde entier. Le mot rabatteur n'est pas très beau, puis on a une petite réputation légère, mais dans le monde entier, une petite réputation qui nous permet d'avoir des dossiers synthétiques. La question, c'est un travail énorme. Est-ce que vous faites tout vous-même ou c'est Jérémy ? Non, il y a des équipes. C'est beaucoup le travail sur les startups, le seed sur les startups, c'est beaucoup Jérémy.
mais qui est lui-même entouré d'autres personnes et qui s'entoure régulièrement pour aider à faire ça. Et puis après, on a une secrétaire administrative qui s'occupe de clore tout ça. Et donc, alors question de l'EBG, hein, j'essaie de respecter quand même rarement, mais de temps en temps, le texte qui nous a été proposé. Quel est l'objectif? Réaliser une plus-value ou constituer un portefeuille d'innovation dans une optique plus industrielle? Aucun des deux. L'idée principale, c'est vraiment d'aider des jeunes à faire des choses différentes. Alors, au bout, on en tire un profit sur la durée, c'est fantastique, mais ce n'était pas l'idée première. L'idée première, dans les années 98, il y avait vraiment un but financier, pardon, parce que là, on voyait des dossiers, on arrivait à vendre des dossiers à des prix extrêmes quelques semaines après avoir investi sur des prix très bas. Mais à partir de 2001 ou 2002, ça n'a plus du tout été l'idée. L'idée, c'était d'aider des jeunes à créer des choses, jeunes ou moins jeunes, parce qu'à chaque fois, je me prends un mail d'insultes après en disant vous n'aidez pas les vieux, donc les jeunes et moins jeunes, à créer des boîtes avec des idées différentes et puis de les aider à fonctionner, à grossir. Alors, question sur l'école 42. Est-ce une école de développeurs ou une école d'entrepreneurs? Alors, sur 42, on est parti d'un constat qui était simple, c'était de dire qu'aujourd'hui, dans les nouvelles technologies, les plus grands succès sont venus de gens qui étaient des codeurs, des programmeurs. Et qu'en France, parallèlement à ça, on en manquait, et que ce sont des jeunes, quand ils sortent de l'école, vous avez des très bonnes écoles d'informatique privées en France, quand ils sortent de ces écoles, ils ont des salaires autour de 50 000 euros, 45 à 50 000 euros en France, et 100 à 110 000 $ sortis d'école aux US. Et qu'en France, on en manque et on n'en trouve pas. Et donc en mélangeant ces deux arguments, on s'est dit qu'est-ce que l'on peut faire pour aider l'écosystème et aider des jeunes qui sont en échec scolaire. On a 200 000 jeunes chaque année qui sortent du système scolaire sans rien. Comment on peut aller et à qui on ne donne pas d'espoir? Parce que lanceur d'espoir, mon propos est extrême, mais c'est de devenir dealer, donc c'est pas super. Donc qu'est-ce qu'on est capable de faire pour aller en aider quelques-uns? Et en discutant beaucoup avec les dirigeants d'un certain nombre d'écoles ou les profs d'un certain nombre d'écoles, ça paraissait complètement logique. Le frein, c'était le paiement de ces études dans ces écoles d'informatique. Donc il fallait faire une école d'informatique gratuite qui a pour finalité d'aider à former ces développeurs. Après, s'ils vont créer des entreprises, on sera ravis et puis on essaiera de les aider. Si après ils vont travailler dans des sociétés françaises ou étrangères, on est aussi ravis. Mais on a donné de l'espoir à ces jeunes et dans un métier que je considère personnellement d'avenir, on va leur donner la meilleure formation possible. Puis on espère qu'ils seront dans tous les grands groupes mondiaux. Quand vous allez aujourd'hui dans la Silicon Valley, dans toutes les entreprises, vous avez des Français qui sont codeurs et qui sont réputés. Donc je pense que notre système scolaire primaire et secondaire nous forme à quelque chose, à une forme de logique qui est bien adaptée ensuite à ces métiers. Une question un peu personnelle, si vous permettez, sans trop sombrer dans le mérite d'Humain, mais est-ce que vous êtes arrivé dans votre existence à un niveau où, on peut supposer que vous avez quand même rempli certains de vos objectifs que vous étiez fixés. Vous voulez faire du mobile, vous êtes arrivé, la fibre, vous êtes devenu un baron des médias. Voilà, vous avez fait l'école. Est-ce que vous êtes arrivé aux objectifs que vous étiez fixés, ou est-ce qu'il y a encore d'autres trucs, si vous pouviez nous dire lesquels, ce serait sympa, d'autres domaines dans lesquels vous voudriez aussi imprimer votre marque? Imprimer ma marque, ça ne m'intéresse pas. Donc vous n'avez pas de société qui porte mon nom et ce n'est pas une volonté. Je sais non, que mais par ailleurs, changer les choses. Si vous faites l'école 42, c'est pour un peu changer le... C'est aider. Encore une fois, 42, c'est une énorme start-up, une énorme association start-up de gens brillants qui se réunissent pour créer ça. J'en suis le porte-parole et le financier, mais à côté de ça, c'est pas moi qui vais y bosser quotidiennement, et c'est les gens qui vont y travailler quotidiennement, qui vont créer la vraie valeur et qui vont lui donner son importance. Non, moi je n'ai pas le souvenir, ou je ne pense pas m'être fixé de but. Ce que je sais, c'est que j'ai eu la chance de naître dans un pays dans lequel on peut créer des entreprises, dans lesquelles on peut les développer et dans lesquelles on peut devenir aisé, riche. Et que ce n'est pas une fin en soi. Et puis il y a une deuxième chose à laquelle je ne crois pas, qui est la notion d'héritage. Je pense qu'on n'est rien et qu'on meurt rien et qu'on ne doit rien transmettre à ses enfants, et quand on a été ou quand on est riche, on leur a déjà beaucoup transmis, donc ce n'est pas la peine d'utiliser... je ne crois pas à cette forme d'héritage. Donc j'ai pour but et pour finalité, jusqu'à la fin de mes jours, de continuer d'investir dans des projets pour aider les jeunes, mais à l'inverse, pour aller créer des choses dans lesquelles il n'y a pas de rentabilité, c'est le cas de 42, pour aller utiliser cet argent à meilleur escient que ne pourraient le faire mes enfants.
Et donc vous n'avez aucune envie de prendre votre retraite? Je sais, prendre sa retraite, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Ben, vous êtes gentil. Vous non, m'avez mais vous êtes vieilli, en je sais que je pleine fais forme, vieux, j'ai encore que 45 ans, je suis tout sûrement très vieux. Non, Vous mais pouvez me laisser bosser encore 20 ou 30 ans, ce serait sympa. je ne sais pas, est-ce que si vous arrêtiez de travailler, vous dépéririez ou vous prendriez un repos bien mérité? Du moment que je fais des choses qui me plaisent, je ne pense pas que je dépérirais, mais je sais pas. Bon, on va arrêter Mireille Dumas et on va reprendre avec les questions de l'EBG sur les télécoms. Alors, on a eu avant Stéphane Richard qui nous a, ils ont parlé un peu des prix dans le téléphone mobile. Et Stéphane Richard a dit que voilà, bon, on lui a demandé est-ce que ça allait encore un peu baisser. Il a dit oui, il a dit que la marge de baisse était limitée pour l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'aperçois qu'on a un secteur des télécoms qui n'a jamais été autant en forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dit que l'arrivée de Free Mobile sur ce secteur allait tout casser, tout faire disparaître. Donc on va prendre des chiffres concrets qui sont ceux de 2012. En 2012, l'emploi dans les télécoms n'avait pas été aussi haut depuis 5 ans. L'investissement dans les télécoms n'avait, de toute l'histoire, même si on ne tient pas compte des fréquences, jamais été aussi élevé. Qu'est-ce qui a baissé? Les dividendes de nos concurrents, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand sur un marché quelconque on met de la concurrence, l'emploi progresse, c'est ce qu'il faut, hein, l'emploi progresse, l'investissement progresse, et seules les marges de ces entreprises se réduisent un petit peu. Bon. Donc qu'est-ce qu'il y a de la place pour réduire encore les prix? Je suis d'accord avec le propos de Stéphane Richard. Oui, ça va continuer de baisser doucement. Non, c'est pas ce qu'il disait du tout. Non, il disait pas ça, lui. Non. Il disait justement que ça allait plus vraiment baisser. On n'a pas entendu la même chose. Attendez, vous n'étiez pas là. Ouais, moi, je vous raconte, j'étais là. Bon, alors. Donc, sérieusement, vous pensez que ça peut encore baisser? Oui. Bon. Bah, écoutez, il ne va pas être content. Hein. Alors, une question... On ne fait pas ce métier pour rendre content ou malheureux nos concurrents. Hein. Enfin, ça, je reconnais bien le mot d'un ancien journaliste des télécoms. Il faudrait que tout ce que fait un marché, tout ce que fait le marché des télécoms, rende les autres heureux. Mais ça, c'est ce qui s'est passé avant. Et ils ont été condamnés pour ça. Donc nous, on veut que tout le monde soit malheureux de ce que fait ses concurrents, y compris nous. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Alors, le grand discours que tiennent vos amis Orange, SFR et Bouygues, c'est de justifier un prix supérieur par une qualité de service. Donc, est-ce que vous pensez que... alors, c'est leur stratégie, là, vous avez vu, chez SFR, il y a eu les différentes classes de services, etc. Est-ce que vous pensez que c'est du bullshit ou est-ce que vous pensez que ça peut être une voie pour vendre des trucs plus chers? Attendez, est-ce qu'ils pensent, eux, que ça peut être une voie pour vendre les trucs plus chers? C'est ce qu'eux pensent, mais vous en pensez quoi, vous? Quand vous avez une équipe marketing absolument gigantesque, quand vous faites appel à tous les cabinets de consultants de la place, il faut bien qu'ils inventent quelque chose à vous vendre. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous vend? La montée en gamme, l'avancée technologique, enfin, on vous fait un beau tableau en 4 trucs. Là, vous avez au moins 10 heures de réunion, tellement il y a de slides à vous présenter vu le prix de la prestation. Voilà, donc oui. Je voulais pas leur faire de peine. Mais non. Chez vous, il y a combien de gens en marketing? On est très nombreux, on est trop nombreux maintenant parce qu'on est 4. Oui. Il y a une attachée de presse, une personne pour s'occuper de l'achat d'espace et de la rédaction des éléments marketing, une personne pour la gestion des boutiques et une personne pour faire tous les documents internes. Et vous avez votre budget en consultant externe pour des prestations de conseil, c'est combien? 0. Bon. Excepté nos avocats et nos commissaires aux comptes, mais oui, comme tout bon opérateur. Bon, alors, question après sur la 4G, parce que l'autre espoir, si vous voulez vraiment pas que Stéphane Richard se suicide tout de suite, là, l'autre espoir, c'est la 4G. Ils se disent, bon, avec la 4G, on va réussir à remonter les prix. Et alors, vous en pensez quoi? Vous pensez que la 4G peut permettre une remontée des prix? Oui, je vais être redondant, ça a permis la remontée des prix des honoraires des consultants, ça c'est une première bonne chose. Le deuxième sujet, c'est que qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que vous voulez? C'est simple, vous voulez avoir de l'accès Internet qui marche bien partout, à tout moment, y compris en mobilité. Est-ce que la 4G aide à ça? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus pour ça, alors qu'ailleurs c'est au même prix pour la même chose? Non. Et alors vous allez faire quoi, vous? Sur la 4G? Oui. Rien. On va attendre que les autres prennent tout le marché, qu'on disparaisse. Vous vous doutez bien. Non, mais vous allez la lancer un jour? On verra.
Et vous avez, est-ce que vous voulez faire du refarming, c'est-à-dire faire de la 4G dans les bandes de fréquences non 4G? Alors pour l'instant, je crois qu'on a des contestations juridiques de part et d'autre sur ce sujet. Oui, d'ailleurs, en partie engagée par vous, mais Tout à fait. c'est pas ma question. Est-ce que c'est comment attendez, technologiquement vous allez faire comment? Attendez, en fonction de l'évolution de ces procédures, vous avez des décisions différentes. Donc on va peut-être attendre ces décisions juridiques pour dire exactement ce que l'on fait du spectre qui pourrait nous être formé, redonné ou pas. Bon, écoutez, parce que vous pensez que ça a une chance de succès, vos procédures contre les décisions 4G? Vous en doutez? Bah écoutez, bon, alors on n'y arrivera pas. Alors, question suivante. Alors, utiliser la marque Free pour faire autre chose, ça c'est une question de nos amis de l'EBG. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire faire de Free une sorte de Virgin omniprésent Exactement. dans tous les secteurs. Nous, on connaît un métier qui est celui des télécoms. Donc on se concentre là-dessus. On a peur que si on invente d'autres choses, on soit obligé de passer à 5 ou 6 au marketing. Et là, ça va être le début de la fin. Plus 50%. Oui. Plus 50%. Donc on va essayer de se tenir à cette équipe de 4 qui est là depuis bien longtemps et qu'on commence tous à bien se connaître. Non, il n'y a pas de volonté de décliner la marque sous ce format-là. On fait un métier qui sont les télécoms. On peut faire tout ce qui est connexe ou qui touche ce métier qu'on pourrait offrir dans des bundles. Ça, c'est la volonté. Mais derrière, aller ailleurs, on ne pense pas que cette marque est suffisamment exceptionnelle et suffisamment grande et bien pour réussir à faire des choses diamétralement opposées. Alors, le marché est-il à la veille d'un mouvement de concentration entre opérateurs mobiles français? Je crois avoir vu passer un avis de l'autorité de la concurrence sur le sujet qui a l'air de rendre les choses assez difficiles sur une concentration franco-française entre les 4 opérateurs. Mais ça, vous avez un peu discuté avec SFR quand même, avant que l'autorité de la concurrence vous dise... J'ai vu ça dans votre journal. Oui, c'est vrai. Mais, et donc, c'était, puis ça vous éviterait de construire votre réseau à vous? C'est pas con, non? Chaque jour qui passe, ça rend le sujet moins intéressant, puisque chaque jour qui passe, on essaie quand même de poser quelques antennes, toujours plus. Je connais Jamal depuis 14 ans, c'est ça, je crois. Je vous ai connu à la Tribune en 1998 ou 99. Et depuis toujours, je vous fais toujours la même réponse, donc j'ai continué de vous la faire. Quand il y a un dossier à vendre sur le marché, on le regarde. Donc tous les dossiers à vendre sur le marché, on les a regardés. Bon, mais pour vous, de toute façon, l'autorité de la concurrence sera un obstacle. Et ils ne veulent pas d'un passage de 4 à 3 opérateurs. J'essaye de me mettre à la place de l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence, en France, elle a dit quoi? Elle a dit on a 3 acteurs qui s'entendent, qui font que les prix en France sont anormalement hauts. Voilà. Et je vais tout mettre en œuvre pour permettre l'arrivée d'un 4e acteur, si possible dynamique, une sorte de maverick qui va arriver et qui va nous remettre tout ça en ordre. J'ai le sentiment que depuis maintenant un an et demi, ils prennent beaucoup de plaisir à notre arrivée. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de casser leur jouet ou leur jeu en faisant rebaisser le marché de 4 à 3. Voilà. Et leur position est légitime. Et alors, une dernière série de questions, justement, vous vous décrivez comme maverick. Non. L'autorité de la concurrence souhaitait un maverick rentrer sur le marché. Ou comme cow-boy, on peut dire. Et ça a été longtemps votre stratégie d'être dans votre coin tout seul, de ne pas, par exemple, pendant très longtemps, vous avez refusé d'embaucher tous les politiciens, de vous tenir éloigné de l'establishment, des réseaux, etc. Et je me souviens, par exemple, aux 10 ans de Free, la fête que vous aviez faite, il n'y avait aucun homme politique et pas beaucoup de patrons. Et puis maintenant, j'ai l'impression que vous rentrez un peu dans le... Enfin, pour obtenir la 4e licence, vous avez peut-être rendu compte que cette stratégie était quand même atteignait ses limites, quoi, et que faire le cow-boy tout seul, c'était rigolo, mais il fallait quand même avoir quelques réseaux. Et on a l'impression que depuis ce moment-là, vous essayez donc vous avez racheté un bout du monde, et puis vous avez l'air d'avoir raffermi vos liens avec les politiques et l'establishment. Est-ce que, si vous refaisiez les 15 ans de Free ou les 20 ans de Free, vous pensez qu'il y aurait tout l'establishment français qui viendrait cette fois? Alors vous avez mélangé 2 choses qui sont l'establishment et les politiques. Alors on va commencer par les politiques. On a une vraie chance, c'est quel que soit le gouvernement en place dans ce pays, il nous tape systématiquement dessus. Donc si vous voulez, on avait Nicolas Sarkozy qui était sympathique avec nous, mais enfin
Qui vous a appelé le roi du pipe chaud, je crois. Ouais, ça c'est presque la truc la plus sympathique qu'il ait pu dire sur nous, mais bon, c'est une vieille époque, c'est une ancienne époque. Mais donc, on a eu un gouvernement passé qui a été absolument dur, et heureusement qu'on a eu des hauts fonctionnaires, parfois politiques, qui nous ont aidés à obtenir cette 4e licence, dont Stéphane Richard, dont François Pérolle, dont Antoine Gosset-Grinville, qui ont été là, eux, dans le cadre de l'intérêt de la nation, pour attribuer cette 4e licence, quand un grand nombre de politiques, pas tous, mais un grand nombre de politiques y étaient opposés. Et puis il y a eu une alternance politique en France, et on s'est retrouvé avec un nouveau gouvernement qui s'est mis immédiatement, dès son arrivée, à faire des tribunes modérément sympathiques nous concernant, rien de grave. Mais donc notre proximité avec les politiques, ça doit être caché, parce que dans leurs propos publics, en général, c'est pas le cas. Après, est-ce qu'on fait partie d'une forme d'establishment? Alors, l'establishment des télécoms, je crois que l'on ne fait pas partie de la Fédération française des télécoms, je crois qu'on ne fait partie d'aucun mouvement syndical, on ne fait pas partie du MEDEF, alors vous allez bien m'en trouver un. Vous faites partie de l'EBG depuis une bonne dizaine d'années. Depuis toujours, absolument. Mais tu sais pourquoi, on a souvent évoqué le sujet, voilà, pour aider un certain nombre d'initiatives qui nous tiennent à cœur, mais en dehors de ça, dans les mouvements syndicaux purs de secteur, nous ne sommes pas présents. Après, le capitalisme français, c'est un capitalisme souvent d'héritage, de grandes écoles. Vous citiez le fait qu'on n'avait pas de polytechnicien, c'est pas vrai. Nous avons un polytechnicien depuis des années qui nous sert à traduire, quand en face de nous on a un polytechnicien en langage courant, ce qu'ils peuvent nous dire. Donc nous avons un polytechnicien depuis... C'est pas bien d'applaudir contre les polytechniciens. Attention, vous pourriez être photographié, prenez un risque. Et voilà, donc on a un traducteur, donc on a un polytechnicien, on a un HEC, enfin on a pour chacune des grandes écoles un traducteur pour comprendre ce qu'ils peuvent nous dire. On n'a pas encore d'énarques, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas toujours un contact simple avec les politiques, mais on va en prendre un pour qu'ils nous aident à comprendre ce qu'ils veulent nous dire parfois. Est-ce que vous avez un message pour M. Montebourg là, qui parle après? Un message? Oui, une question, non. Je ne sais pas. Vous avez vu sa tribune hier où il dit que la concurrence est sympa, mais bon, on arrête maintenant. Moi, je lis cette tribune. Alors, écoutez, voilà le contre-exemple de ce que je viens de vous dire. Dans cette tribune, je trouve qu'il y a un mot extrêmement sympathique. Ah bon? Je n'ai pas vu sur vous? Pour nous, en disant que la concurrence a eu ses effets et a bien fonctionné. Ah oui, il y a une demi-phrase positive au début, puis après, il tape dessus. Oui, non, mais... Nous, on se contente de peu. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il y a eu dans ce qu'on appelle l'affaire Dailymotion? Vous avez des intérêts divergents. Vous avez l'intérêt d'un certain nombre de politiques en France qui souhaitent conserver une économie numérique présente, localement forte. Après, en face... Ça se défend. Ça se défend, complètement, et c'est légitime. Après, en face de ça, vous avez un marché qui est mondial. Donc il faut réussir à mettre le curseur entre les deux. La publicité autour de ce type de choses est nuisible à la France, je crois que tout le monde en convient. Derrière, ça pousse tout le monde à appuyer sa position et à la durcir, mais que dans une négociation avec Yahoo, on puisse tenter d'obtenir un certain nombre de contreparties qui soient à la fois acceptables pour Yahoo et à la fois acceptables pour les actionnaires de la société vendue ou dans laquelle une prise de contrôle peut être faite, ça aurait été pas mal. Mais à partir du moment où vous avez une médiatisation et que ça ne se passe plus derrière, ça complique et ça exacerbe les positions. Le fait que Internet soit dominé par... les services Internet soient dominés par des boîtes américaines qui sont ultra dominantes, ne payent pas d'impôts en France d'ailleurs, dans pas beaucoup d'endroits. Ça vous gêne pas? Non, ce qui me gêne, c'est aux yeux de la compétition. Alors, je ne suis pas dans un point de vue franco-français, mais si demain je veux faire un service comme iTunes en France, je ne peux pas le faire parce que les niveaux de TVA prélevés entre ces deux services sont la marge du service iTunes. C'est-à-dire que d'un côté, on a une TVA qui est très faible, et de l'autre côté, en France, on va avoir une TVA à 19,6%. Alors, quand vous avez une marge à 10%, vous ne pouvez pas créer un service concurrentiel. C'est une concurrence avec des acteurs qui ne sont pas soumis à la fiscalité française, qui vous dérange. Mais fiscalité française ou des autres pays, parce que vous pouvez vous retrouver dans la même situation dans d'autres pays européens ou dans d'autres pays dans le monde. Mais sinon, vous n'avez pas de problème à ce que le secteur soit finalement très peu français et très américain. Enfin, il serait chinois ou australien, ça serait pareil. Mais si vous voulez, vous parliez tout à l'heure des sociétés du CAC 40. Si vous prenez nos compétiteurs, leurs actionnaires, en général, est majoritairement anglo-saxon. Donc, si vous voulez, vous avez quelque chose de rampant qui existe et quelque chose de plus visible. Je trouve que la partie plus visible pousse à la réaction directe et presque plus saine. Après, on a des succès européens dans d'autres pays du monde. Quand on est actionnaire d'une start-up aux États-Unis
qui cartonnent. Je ne suis pas sûr que les Américains voient la chose de la même manière. Et le meilleur exemple, c'est qu'ils sont en train de laisser entrer un Japonais sur leur secteur des télécoms, avec un peu de difficulté, mais ça va arriver. Bon, bah écoutez, je vois si on a bien respecté toutes les Merci, questions. c'était très intéressant. Merci à tous les deux. Merci Xavier, merci Jamal.